Bienvenue à tous à ce webinaire Les têtes chercheuses que le Comité régional du tourisme et des loisirs d'Occitanie organise. Il y a eu une première série de ces webinaires l'année dernière en 2020. C'est un outil qui est né de la crise Covid, qui se continue malheureusement aujourd'hui, mais ça nous donne l'occasion de pouvoir aborder des sujets qui vous concernent tous les uns et les autres. Les aborder sous un angle original, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est-à-dire en croisant les regards de professionnels, de chercheurs et d'experts, entre guillemets, du tourisme sur les différents sujets qu'on va aborder. Donc, le sujet d'aujourd'hui a trait à l'analyse de l'économie touristique. Donc, pour pouvoir évoquer ce sujet avec vous, j'ai la chance d'être très très bien entouré aujourd'hui, puisque nous recevons aujourd'hui Jean-Michel Blanc qui nous fait le plaisir d'être avec nous, qui est chargé d'enseignement à l'IREST à Paris, Sorbonne, Paris-Panthéon-Sorbonne, en charge de prospective pour les activités sociales de l'énergie et qui a été aussi directeur de Spot Auvergne, donc mon homologue auvergnat à une époque. Bonjour Jean-Michel, merci d'être avec nous. Avec grand plaisir. Et on accueille aussi Marc Ponce et on est ravi de le recevoir. Marc Ponce, il est ingénieur, docteur en sciences et technologies pour le développement durable, qu'il a un titre qu'il a reçu à l'Université Polytechnique de la Catalogne et la McGill University de Montréal au Canada. Il est directeur du Centre national de recherche de l'Andorre, l'IEA, et de l'agence d'innovation du gouvernement Andorra Innovation Hub. Je le dis sans accent. Merci beaucoup Marc d'être avec nous aujourd'hui. Merci, avec plaisir. Donc, le sujet, il est vaste, analyser l'économie touristique. Je vais me poser le décor pour essayer de bien donner les limites de notre intervention aujourd'hui. Alors, quelques questions pratiques, pas les oublier, on est un peu rouillé, c'est le premier webinaire de la saison. Questions pratiques, vous avez à votre disposition la possibilité de poser des questions. Vous avez sur le menu questions Q&R, questions et réponses, vous pouvez poser des questions. Si on a un petit peu de temps d'échange en fin de session ou pendant la session, vous pouvez lever la main aussi pour intervenir. Le webinaire est enregistré, donc vous pourrez le revoir en replay le plus rapidement possible. Il sera disponible sur le site pro du CRT Occitanie, du CRTL. Voilà, moi je suis Dominique Tillet, je suis en charge du pôle 3D, qu'on a appelé le pôle 3D, le pôle de la data, décision, destination. Je m'occupe donc de l'Observatoire du tourisme, mais aussi du réseau d'information touristique et depuis peu de tout ce qui concerne la professionnalisation et la formation. Donc je suis ravi de faire le monsieur loyal de cet exercice-là. Et puis en même temps, comme ça parle d'analyse d'économie touristique, je suis aussi dans mon élément pour pouvoir en parler un petit peu. Donc, je vais partager mon écran pour vous montrer 2-3 petites choses pour poser le décor. Et bien sûr, je ne suis pas revenu tout à l'heure. Classique. Donc, l'analyse économique du tourisme. Je suis arrivé à la fin, puisqu'on a fait le test juste avant. Je vous disais, on est un petit peu rouillé, on va essayer d'être plus efficace. Donc, l'analyse économique du tourisme, quelques points pour rappeler de quoi on parle. L'analyse économique du tourisme, moi, je pourrais la présenter à travers 3 époques de l'observation du tourisme qui nous aident à démontrer les différents modes d'observation, d'analyse du tourisme en fonction des différentes époques. Alors, c'est un petit peu caricatural, c'est très schématique ce que je vais vous proposer, mais je qualifierais la première époque de l'ère pré-industrielle. Le tourisme, c'est un tourisme de cueillette. Il y a des stations qui démarrent, des stations thermales, des stations balnéaires, du sport d'hiver. Il y a des grands cheminements. On pourrait évoquer les crédentials des chemins de Compostelle qui sont presque les premiers instruments de mesure de la fréquentation touristique. Mais en dehors de ça, on n'a pas vraiment un grand intérêt pour la mesure et la compréhension de l'industrie touristique. On ne parle même pas d'industrie touristique. Donc, c'est une ère qui est maintenant lointaine et qui a fait progressivement place, je dis bien progressivement, à une ère qu'on pourrait qualifier d'industrielle. Et là, la problématique de cette époque-là, c'est de démontrer que le tourisme est une activité touristique comme les autres, une industrie touristique, un vecteur de développement,
Et pour le démontrer, on va essayer de prouver, de mesurer ce qu'apporte l'activité touristique en termes de croissance. De manière à bien poser ce qu'est le tourisme et puis de justifier aussi une action publique qui se met en place progressivement. Alors, c'est une intention de positionner l'activité touristique comme une industrie qui n'est pas toujours traduite par les faits. En fait, on a envie de se doter d'outils identiques à ceux de nos collègues de l'industrie agroalimentaire, de l'automobile, pourquoi pas, de toutes les autres industries. Mais dans le tourisme, on a une particularité, c'est qu'on n'aime pas annoncer des baisses de fréquentation. Donc, on se dote d'outils qui sont là pour montrer à quel point chacune de nos destinations, et je le dis en présence d'un ex-concurrent de la région Occitanie, en général, on essaie de faire en sorte que nos outils démontrent à quel point on est les plus beaux et à quel point la croissance de notre activité est un vecteur de développement pour nos territoires. Donc, c'est une ère qui nous a permis de développer plein d'outils, mais qui avait tendance à oublier une partie de la question et une partie de la problématique. Enfin, depuis quelques années déjà, mais ça a été révélé de manière beaucoup plus forte encore par la crise Covid. Je ne sais toujours pas si je le mets en masculin ou en féminin. Je trouve ça un petit peu dur d'être passé du Covid à la Covid, donc je vais parler de la crise Covid. Ça a révélé pas mal de choses, pas mal de questionnements autour de notre activité touristique et aussi, bien sûr, à la manière de l'observer. Donc, on se rend compte depuis quelques temps, et c'est d'autant plus important maintenant, qu'il faut intégrer le tourisme dans une approche beaucoup plus globale, systémique, on peut la qualifier comme ça, prendre en compte tous les facteurs économiques, sociaux, environnementaux. Si je voulais qualifier l'ère industrielle, je dirais que c'est l'ère où il fallait qu'on justifie le tourisme. Presque, si on veut être caricatural encore, aujourd'hui, devant les débats qui ont lieu sur le surtourisme, sur l'impact fort et négatif du tourisme sur le réchauffement de la planète, il faudrait presque qu'on apprenne à s'excuser de faire de l'activité touristique. On pense qu'il y a peut-être moyen d'être entre cette caricature de la justification et de l'excuse et qui nous permettent de prendre en compte tous les facteurs économiques, sociaux, environnementaux et surtout d'intégrer dans cette démarche d'observation touristique tous les acteurs, y compris les habitants qui étaient les grands oubliés de l'observation touristique et qui sont pourtant une composante majeure de cette activité-là. Donc, les défis auxquels est confronté un comité régional du tourisme et un observatoire de CRT, c'est comprendre, analyser, suivre, anticiper les évolutions. On va y revenir, d'une activité qui est complexe, puisqu'elle est composée de multiples éléments. Elle est diffuse. Il y a des grosses entreprises, il y a des grosses machines internationales, et puis il y a des micro-entreprises ou des personnes qui sont partie intégrante de cette activité-là, à l'échelle d'une région qui est grande comme un pays, avec un littoral, avec une montagne, donc une complexité liée aussi à l'échelle territoriale. Être capable de grandir et d'appréhender les conséquences positives et négatives de l'activité. Et puis, ça nous permettra d'en maîtriser les effets et puis de favoriser un développement qui serait plus harmonieux. C'est ça la problématique d'aujourd'hui. Et puis, toujours accompagner les acteurs du tourisme. Je sais que certains d'entre vous aujourd'hui sont des professionnels et des acteurs de ce tourisme qu'on voudrait renouveler. Donc, avec eux et avec vous et pour vous, on aimerait être à la manœuvre pour développer des outils de pilotage adaptés. La complexité, c'est qu'on veut aller, bien sûr, d'avoir une vision très, très macro, mais aussi une vision micro, d'aller du global au local. C'est la problématique d'un observatoire régional. Et pourquoi pas se poser des questions et sortir un peu des sentiers battus. On pourrait se poser la question, je ne sais pas si certains d'entre vous participaient à la conférence permanente du tourisme l'année dernière, mais on se posait cette question-là du bonheur intérieur brut. Est-ce qu'on est capable de le mesurer? C'est une petite plaisanterie, mais c'est une manière de poser le débat. J'ai essayé d'être le plus rapide pour donner la parole à mes collègues. Donc, moi, j'aimerais bien entendre maintenant sur ce sujet-là, sur le sujet de l'observation, ce que vous avez à nous dire. On va commencer avec Jean-Michel, à qui je cède la parole. Et voilà, je pense que j'ai rien oublié dans le décor. On est maintenant une grosse soixantaine. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Jean-Michel,
Qu'est-ce que tu aurais à nous dire sur ce sujet qui nous passionne tous? Écoute, dans la préparation, tu me disais qu'il faudrait commencer par indiquer comment observer l'activité touristique. Et ma première réaction, c'est de dire que avant de s'intéresser à la manière sur le comment observer l'activité touristique, il est peut-être important de se demander pourquoi. Pourquoi observer et pour qui observer et qu'est-ce qu'on observe. Donc, sur le pourquoi, j'allais dire que aujourd'hui, il n'est de bonnes décisions que des décisions éclairées, hein, et on le mesure tous les jours, que ce soit pour des questions sanitaires ou de décisions politiques ou entrepreneuriales. Et donc, pour prendre des décisions éclairées, il faut avoir des éléments d'information objectifs et de qualité. Alors, tout à l'heure, tu faisais référence à ton collègue concurrent voisin de la région Auvergne que j'étais quand j'étais directeur de Spot Auvergne. Spot Auvergne avait cette petite particularité de ne pas être un outil du conseil régional dépendant d'une organisation politique publique unique et régionale, et donc avec cette relative, on va dire, dépendance qui implique qu'on doit dire que tout va bien. On avait cette particularité d'avoir une construction totalement atypique qui n'existe plus aujourd'hui, qui joignait à la fois les acteurs des chambres de commerce, le monde consulaire, donc les départements de bords différents, la région, les représentants de l'État, etc. Et ça avait permis de mettre en place des outils qui répondent à ce que tu évoquais, c'est-à-dire aussi bien une approche macro et une approche micro. Une approche macro qui donne des données nationales, des données régionales d'intérêt général pour prendre et éclairer des décisions publiques sur des politiques publiques à l'échelle d'une commune, d'un département ou d'une région, et puis des données plus micro qui sont vraiment de l'intérêt pour l'entreprise, en lien avec les chambres de commerce, sur les revpar dans l'hôtellerie, les taux d'occupation dans les chambres d'hôtes, etc. Donc, toute une série d'outils qui étaient dans ce sens-là. Donc, le pourquoi, c'est pour prendre des décisions, bien évidemment, et le pour qui, c'est des acteurs publics, c'est des acteurs privés, des décideurs qui, effectivement, doivent s'éclairer. Et puis, alors, avant d'aller plus loin, j'allais dire, moi, il y a un point qui me paraît essentiel, puisque vous êtes aujourd'hui réunis autour de cette première journée du webinaire organisé par le CRT Occitanie sur les tech chercheuses, c'est le tourisme. Le tourisme, c'est quoi? Alors, vaste question, et moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que, avec la crise Covid, on a entendu beaucoup dans les médias tout et à peu près n'importe quoi autour de la question du tourisme, et ça me paraissait essentiel de recentrer puisque chacun voit midi à sa porte. Pour l'hôtelier, le tourisme, c'est l'hôtellerie. Vous interrogez des étudiants de première année, même à la Sorbonne, vous leur parlez de ce qu'est l'activité touristique, ils ont une vision extrêmement floue, finalement, à travers l'hébergement touristique, marchand. Et puis, donc, il s'agit de bien repréciser. Bon, je trouve que, étant économiste de naissance, j'allais dire, mon point de repère, il est assez cartésien et il consiste à s'appuyer sur l'Organisation mondiale du tourisme, qui a une définition internationale très simple, qui consiste à dire de manière très caricaturale: toute nuit passée en dehors de votre domicile principal et pour moins d'une année est une nuit touristique, quel que soit le motif de cette nuit. Donc, ça embrasse très large et ça permet de se rappeler qu'effectivement, il y a le marchand, mais il y a aussi le non-marchand. De ce point de vue, l'Organisation mondiale du tourisme, quand elle parle de tourisme, communique des chiffres et a montré au cours des dernières années des progressions très spectaculaires du tourisme international. Bon, manque de chance, je vais dire que je suis cruel, mais l'Organisation mondiale du tourisme ne rend pas compte de l'activité touristique. Elle ne rend compte que du tourisme international, c'est-à-dire des flux internationaux. Or, si vous prenez au hasard un pays qu'on connaît bien, la France par exemple, une partie essentielle de l'activité touristique est générée par le non-marchand, c'est-à-dire les séjours chez les résidents secondaires et les parents et les amis. Et donc, quand on est dans une région comme l'Occitanie, avoir ces éléments-là en tête, ça change absolument toute la donne. Parce que bien évidemment, il faut prendre des acteurs de l'hébergement qui sont des moteurs essentiels de l'économie touristique et de l'emploi. Mais il faut également prendre toute la fonction de la population résidentielle, qui peut être aussi bien parents, amis, et donc accueillants, et puis les résidences secondaires, qui sont des lieux de vie où, comme l'évoquait Laurent Davzy dans les analyses sur l'économie présentielle, contribuent à l'économie d'un territoire. Donc, le tourisme, c'est tout ça. Et dans l'analyse d'un territoire, pour une collectivité, pour un élu, il est important d'avoir cette dimension-là. Et du coup, ça appelle à se poser la question des bons indicateurs.
Alors, je plaide coupable en rappelant qu'effectivement, encore dans les années 2000 à 2010, y compris de l'époque Spot Auvergne, on avait une furieuse tendance à avoir une obsession sur la mesure de la donnée économique, avec les retombées économiques du tourisme, pour justifier de la dépense publique d'une part, ou bien pour des acteurs comme les acteurs du tourisme social, qui voulaient montrer l'apport d'un village de vacances sur un territoire pour obtenir les subventions de rénovation. Et on a peut-être un peu trop occulté, ou du moins pas assez pris en compte, des dimensions sociales, et alors encore moins environnementales. On en reparlera tout à l'heure, parce qu'il y a probablement des choses aujourd'hui qui vaudraient d'être prises en compte. Voilà, donc je ne veux pas être trop bavard, mais ça me paraissait essentiel de reprendre un peu ces traits caractéristiques sur le pourquoi pour prendre des décisions, pour qui toute personne qui a à prendre des décisions concernant l'activité touristique, c'est-à-dire tout le monde, finalement, tous les acteurs de l'économie touristique au sens large. J'aurais eu aussi envie de faire un petit commentaire sur le terme d'industrie touristique qui, pour moi, est un peu gênant, mais c'est un sujet dont on pourra reparler, puisqu'il y a beaucoup d'artisans au monde du tourisme, et heureusement, et il y en aura, j'espère, de plus en plus. Donc, on a beaucoup de choses à se dire, mais il n'y a qu'une heure, donc je vais laisser la parole pour l'échange, et je reviendrai tout à l'heure sur ces d'autres points de la discussion. Oui, on essaiera d'avoir un échange. Et je garderai un œil sur les remarques et les questions des participants. Oui, le marché intérieur existe, mais c'est vrai qu'on a tendance à le regarder que lorsque les volumes des étrangers sont absents ou non mesurables. C'est une réflexion qui est faite sur le chat. Euh, on s'y intéresse depuis un petit moment, mais Oui, c'est une vertu de la crise Covid que d'avoir permis de mettre en évidence quelque chose que toi comme moi, effectivement, on a eu l'occasion de mesurer et de rendre compte à nos responsables, mais qui n'est pas forcément connu du grand public. ouais. Et Il y a juste 2, 3 ans, quand on a fusionné, on s'est posé la question de savoir ce qu'était l'offre. Tu parles de nuitée hors de chez soi. Et donc, on avait en tête toujours cette question. On a 1 million de lits, 1 million de lits, 1 million de lits, 1 million de lits, mais c'est 1 million de lits marchands. Quand on regarde tout ce que représentent les résidences secondaires ou les nuitées, les nuits chez l'habitant, dans les ménages, on a 6 millions de lits touristiques. exactement. 6 millions de lits touristiques, dont 1 million de lits marchands. Donc, ça donne bien une idée de ce que tu évoquais tout à l'heure. Donc, ça, c'est un sujet qu'on abordera tout à l'heure, mais on voulait à tout prix entendre Marc sur l'exemple d'Andorre qui nous semble très intéressant, très avancé et qui va éclairer notre débat. Donc, Marc, à toi de jouer maintenant. Salut. Donc, de notre côté, la nécessité de commencer à analyser le tourisme, l'étudier, l'évaluer, ça bien. Je vais partager quelques images pour accompagner un peu la. Je ne sais pas si vous voyez maintenant la. Oui, donc bon, comme la plupart de vous connaissez, non, l'Andorre, le tourisme, c'est une industrie, c'est un secteur, c'est un domaine de notre côté très important. Ça donne une très bonne partie de notre économie. Donc, c'était jusqu'à presque les années 2000, presque qu'on n'analysait pas le tourisme. C'était déjà comme normal de notre côté, mais on n'avait pas réfléchi de ces impacts économiques, sociaux, environnementaux. C'était d'abord de la crise de maintenant. Donc, comme vous savez, à la fin du dernier siècle, notre tourisme s'était surtout basé sur le tourisme neige et le shopping. Donc, avec un impact à ce côté assez bon, maintenant, on commençait à au moins de l'analyser, le mettre en doute au moins à commencer à se préoccuper pour ces impacts, pas seulement l'impact économique, mais aussi par rapport à la durabilité et la résilience. C'est ici qu'avec cette nécessité de diversification et de saisonnalisation, qu'on a commencé à mettre en place des systèmes ou des nécessités pour monitoriser, analyser, modéliser le tourisme, surtout pour baser cette proposition d'intervention pour changer quel était le tourisme qu'on voudrait pour un futur et mettre en place quelque sorte de système d'analyse systématique et systémique, comme on avait évoqué, pour évaluer ce tourisme. Ici, qu'on a commencé à travailler avec des indicateurs, avec un travail très, très proche entre l'administration publique, l'académie, chercheurs et le secteur privé pour commencer à développer des outils, des systèmes de données,
partager pour connaître un peu plus notre dynamique touristique. Ça, c'est par exemple par rapport à l'usage des portables, comment est la distribution par nationalité à l'Andorre, comment l'agent qui vend une station de ski, par exemple, se remballera pendant un jour ou pendant une compétition sportive, la Coupe du monde de ski, quel est le comportement dans ce même jour, et d'ici commencer à connaître plus les implications de notre tourisme par rapport à ça, à l'impact économique, à l'impact social, environnemental, etc. Et ici, qui a commencé à évoquer et à mettre en place quelques projets ensemble, toujours, hein, comme je dis, ensemble, administration publique, chercheurs et secteur privé, de systèmes, des bases de données, des outils qui nous permettent d'avoir cette vision du tourisme global, intégral, pour la mieux connaître et mettre en place. Ça, c'est un autre exemple, ça se passe en Andorre, mais ça, c'est un projet qu'on a travaillé avec le Canada, et c'est dans la même approche normalement, hein, on voyait le tourisme comme l'impact économique et ça y est, mais aussi comme vous avez évoqué, le tourisme, c'est par excellence un système complexe qui tient la partie environnementale, la partie sociale, et qui c'est impossible de l'analyser de forme réductionniste dans un des domaines. Il faut l'aborder de forme holistique. C'est un exemple d'analyser par rapport au changement climatique, l'enneigement et l'impact qu'il y aura, par exemple, au Canada, à les stations de ski. Mais avec cette approche que vous avez aussi évoquée, de l'échelle locale, l'échelle plus globale. Ce sont des systèmes qu'il faut l'avoir pas seulement les analyser par rapport à la multidimensionnalité ou les différents domaines, mais aussi le multi-échelle. C'est une approche qu'il faut l'avoir. Ici, bon, des réflexions que nous avons maintenant à l'Andorre sur ces sujets sont, bon, nous avons la nécessité très, très, très importante de nous fournir de systèmes holistiques de suivi et évaluation du tourisme, qui, à notre avis, sont essentiels pour le soutien à la planification, à l'anticipation et à la prise de décision. Que les outils numériques ils vont être indispensables, surtout ils sont vraiment une opportunité pour le grand potentiel qu'ils ont, et surtout une grande opportunité pour ce travail très interdisciplinaire entre chercheurs, secteur privé et le secteur public et les élus. Mais vraiment, ils ont aussi des risques. Non? On parle toujours, et surtout dans l'époque Covid, les applications de traçabilité, etc. Donc, où est-ce qu'ils sont les limites, la privacité, les bons usages, et vraiment avoir cet environnement de confiance citoyenne. Hein. Et maintenant, on se trouve dans cette situation assez bizarre, qu'on n'a plus de confiance à donner toutes nos données à Google, Apple, pour qu'ils nous offrent de produits, mais nous sommes très, très pas ravis de partager ces données avec l'administration publique, avec les chercheurs, avec les universités, pour le bien commun. Non? Donc, alors, comment on peut travailler cette approche? C'est vraiment un sujet qui est dans notre enjeu par rapport au pays qu'on vient à travailler, parce que vraiment, on veut passer de cette Big Brother sur les données à cette Big Sister qui viennent à avoir un environnement basé sur la confiance, mais surtout basé sur le chercher le bien commun et profiter de ces outils numériques pour ce qu'on disait de couvrir cette nécessité de nous fournir de ce système holistique et systématique d'évaluer le tourisme. Merci beaucoup, Marc. Alors, en dehors de me rendre jaloux par rapport aux outils que tu as démontrés et qu'on n'a pas encore en Occitanie, je trouve que ça lance pas mal de débats sur justement le numérique, Big Sister contre Big Brother. J'ai oublié une chose importante en début, j'ai oublié de remercier, et vraiment, c'est dommage de l'avoir oublié, les universités avec qui on construit ce programme des têtes chercheuses, parce que c'est super intéressant, ça nous permet de partager pas mal d'idées et puis de commencer à creuser sur ces sujets-là. Je vous ai dit, hein, l'idée c'est de croiser les regards, mais je n'ai pas suffisamment remercié nos collègues, nos partenaires des universités avec qui on construit ce programme-là. Donc oui, effectivement,
Il y a un débat qui est important sur le numérique, sur les indicateurs qu'on va aborder. Cette question de l'anticipation, parce qu'on pourrait dire aujourd'hui, on aurait pu dire, la crise, personne ne l'a vu venir, donc finalement, vos boules de cristal, elles n'ont pas d'intérêt puisque personne ne nous a dit que l'année prochaine, le monde allait s'arrêter. Donc effectivement, il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir. L'observation économique, ce n'est pas une boule de cristal, mais quand on en connaît les mécanismes, ça permet d'anticiper certaines choses et puis ça permet de redémarrer une activité peut-être de manière plus facilement, de savoir où on va appuyer pour pouvoir refaire partir l'activité au moment où ce sera nécessaire et la faire repartir peut-être de manière un petit peu différente en fonction des éléments qu'on a commencé à évoquer. Donc, posons-nous la question de ces indicateurs là, nouveaux qui nous permettent de juger, de jauger et d'anticiper et d'apporter des outils de décision. Jean-Michel, tu as des choses à partager avec nous là-dessus. Oui, disons que là, actuellement, j'ai commencé à échanger avec les membres de l'association Acteurs du tourisme durable, qui sont aussi très sensibles à la question des indicateurs du tourisme durable. Et dans mon coin, pour l'instant, de manière un peu dire, libre, j'ai identifié des outils qui peuvent exister ou des questions qui voudraient être appréhendées. Alors, notamment, je vois tout à l'heure dans ce que vient de nous présenter Marc, à travers l'analyse des données qui permettent d'identifier les flux, ça pourra être intéressant de précisément mesurer le bilan carbone de l'ensemble de ces flux, y compris le bilan carbone de l'accès aux stations par les utilisateurs, pour faire un point d'ensemble du coût carbone de l'activité d'accueil touristique. Mais je pense aussi à des travaux qui ont été menés par l'ADEME et E6 en Pays Basque, Béarn, sur la pollution numérique, qui serait aussi très intéressant à être identifié pour être généralisé sur le fait qu'on est tous fans du web et on s'y adonne encore tout de suite avec beaucoup d'appétit, mais ces consommateurs, ça a des conséquences numériques significatives qu'il faudrait être en mesure d'appréhender. Alors vous me direz, à comparer avec ce qu'étaient les forêts qu'on a pu abattre pour imprimer des tonnes de documents inutiles, il y a peut-être à se poser la question. Toujours est-il que ces pollutions numériques veulent être mesurées. Autre source de réflexion profonde, à mon avis, qui va bien au-delà de l'impact économique et qui vise à mesurer d'autres impacts et d'autres effets de l'activité touristique, c'est la notion de passoire thermique. Et vous savez que dans les stations de montagne en particulier et dans les résidences un peu anciennes, j'ose à peine imaginer ce que peut représenter l'activité touristique d'hiver, et ceci sans parler d'autres conséquences liées aux pratiques de ski en période d'absence de neige, point de suspension. Donc tout ceci vaudrait d'être pris en compte quand on fait de la neige de culture, quelles sont les conséquences sur le paysage, l'économie touristique, etc. Diagnostic et hébergement, donc. Et tout ceci dans le fait de concevoir des réflexions politiques touristiques sur le fléchage d'aides visant à faire évoluer ces conditions-là. Après, il y a un autre point qu'on a effleuré, qu'on a pu évoquer, c'est la population locale. On ne fait pas du tourisme envers et contre tous, on fait du tourisme dans l'intérêt général et l'acteur public, le gardien de la cité, prend des décisions dans l'intérêt général des habitants de la cité. Donc si on ne prend pas en compte un minimum les conditions d'accueil et les caractéristiques de la population résidente, on risque de passer à côté. Et donc là, j'avais eu l'occasion de croiser dans des petits événements qu'on a pu organiser, l'équipe de TCI Research qui a fait des travaux assez intéressants sur l'acceptabilité par la population des phénomènes touristiques. Alors je ne dis pas que c'est l'alpha et l'oméga, mais je trouve que c'est une donnée intéressante à prendre en compte qui permet de tordre le cou à des idées reçues sur le surtourisme, mais qui permet aussi de pointer et de renforcer des idées pas forcément clairement identifiées sur le même surtourisme. Donc, tout est question d'équilibre. Je reprendrai ce mot plus loin. Et puis encore, dans la question des indicateurs, donc on a beaucoup été pendant des années obsédés par les indicateurs économiques, retombées économiques, etc. Un peu moins par l'emploi, parce qu'il faut reconnaître que c'est très compliqué à appréhender.
Mais sur l'emploi, moi, je voudrais aussi revenir sur un point de détail qui me paraît extrêmement intéressant dans la dimension sociale. C'est que le phénomène touristique, dans toutes ses composantes, génère des emplois directs dans l'hôtellerie, dans l'hébergement, dans la restauration, etc., des emplois indirects et des emplois induits. Mais on le sait, mais on s'en est pas toujours donné les moyens pour le mesurer. L'activité touristique est très fréquemment le premier emploi de beaucoup de jeunes qui vont faire leurs armes dans un métier de service, de restauration, etc. Et du coup, c'est un outil d'intégration sociale assez phénoménal que ce phénomène touristique. Et donc, dans la dimension sociale, je pense que ça fait partie des indicateurs, premier emploi, qui voudraient aussi d'être appréhendés. Voilà pour quelques indicateurs très rapidement évoqués. Il y en aurait bien d'autres auxquels on pourrait penser, mais effectivement, à travers ceci, je crois qu'il y a des pistes d'analyse à creuser pour savoir comment les mesurer, comment les suivre, comment les analyser. Et puis, je pense que le numérique, effectivement, demain sera une source essentielle pour pouvoir capter ces éléments de la manière la plus fiable possible. Je vais, ouais, voilà, peut-être rebondir sur les réactions par rapport à ce que je viens de dire, pour ne pas être trop dans le monologue. Juste une petite incident, tu évoquais une étude de l'ADEME. L'ADEME, on a eu la chance d'être parmi les régions pilotes sur une étude sur les externalités du tourisme avec Île-de-France et la Bretagne. Très intéressante étude dont les résultats ont été présentés il n'y a pas très très longtemps, donc on n'a pas encore communiqué beaucoup dessus, mais l'ADEME avec Carbone 4 a mesuré justement les externalités, terme un petit peu barbare, mais qui exprime bien ce que ça veut dire. Négatives et positives, parce qu'elles ne sont pas que négatives, et il ne faut jamais l'oublier, mais en tout cas, à partir de cette mesure des externalités qui sont liées justement à l'acheminement des touristes, ceux qui viennent en avion depuis très loin, ceux qui viennent en voiture, parce qu'on se dit il ne faut plus de touristes étrangers parce qu'ils viennent en avion et c'est très polluant, mais quand on a un tourisme qui est à 90% réalisé par des gens en voiture, il y a aussi une mesure à faire autour de tout ça. Donc, c'était intéressant, d'autant que l'ADEME s'est livré à des projections à 20 ans pour savoir si sur les débits aujourd'hui connus et les évolutions qu'on peut attendre du tourisme, qu'est-ce qui se passerait dans 20 ans si on continuait comme ça. Et donc, je ne vais pas commenter, on n'a pas le temps aujourd'hui ce type d'études, mais c'est très intéressant de voir que nos choix aujourd'hui, nos choix politiques de développer de la mobilité douce, de développer du tourisme de proximité, peuvent avoir des impacts quand même assez importants à terme sur les grands équilibres. Et puis, par rapport aux habitants, on a fait il y a quelques mois, juste à la fin de l'année 2020, donc après la crise, après le premier confinement, une enquête auprès des habitants d'Occitanie, là aussi, qui donnera l'occasion de partage d'informations sur ce sujet-là. Très intéressant parce que ça va dans le sens que tu évoques, Jean-Michel, c'est de dire ça tord le cou à certaines idées reçues. Pour autant, il n'y a pas un angélisme non plus. Il y a des gens qui subissent le tourisme et ils le disent, ils l'expriment parce que quand on met 1 heure pour rentrer chez soi au mois d'août alors que d'habitude on met 5 minutes, bah, c'est pas agréable. Donc il y a tout ça qui doit s'exprimer, mais tout doit faire partie de notre approche. Et oui, les réactions qu'on voit sur le chat sont intéressantes. La technologie, elle peut être néfaste et elle peut être très, très intéressante. Tech for good, j'aime bien l'expression. Tout comme Big Sister et Big… Dans tous les sujets qui nous animent, tout à l'heure, tu évoquais, ouais, il ne faut plus faire venir les clientèles lointaines parce qu'elles viennent en avion, etc. La question n'est pas de savoir s'il faut les faire venir ou pas. La question est de savoir si on se donne les moyens, quand on arrive à les faire venir, de les inciter à rester le plus longtemps possible. Parce que très sincèrement, c'est vrai que les week-ends, alors je ne vais pas citer de capitale européenne pour ne pas être désobligeant, mais un week-end dans une capitale européenne en avion, ça devient une hérésie. Par contre, il serait complètement déconcertant de se priver des relations internationales porteuses de paix dans le monde et de rencontres culturelles et de brassages culturels à la condition que ce soit dans le cadre de séjours qui créent les conditions d'une durée, d'une fidélisation et qui s'installe dans le temps. Donc,
c'est là qu'il y a des choses à inventer, mais ça ne va pas se faire d'un coup de baguette magique, il ne faut pas rêver. Il y a beaucoup de fantasmes autour de ces questions-là. Donc, c'est vraiment des éléments de longue haleine. Et la crise Covid peut permettre de prendre conscience et d'accélérer des phénomènes, mais ne va pas nous permettre de sortir du jour au lendemain dans d'autres. Mais en tout état de cause, quand on parle de l'attractivité, il y a un indicateur qui mérite d'être mesuré dans toutes les régions, dans tous les territoires, dans tous les établissements touristiques, quels qu'ils soient, qui est basique. Hein. Ce n'est pas un indicateur primaire, c'est un indicateur secondaire. Vous divisez le nombre d'arrivées, enfin, le nombre de nuitées par le nombre d'arrivées, ça vous donne la durée moyenne de séjour. En fait, l'objectif prioritaire, c'est d'augmenter la durée moyenne de séjour des personnes qui arrivent. Et à partir de là, déjà, vous réduisez leur empreinte carbone puisqu'il y a moins de mobilité entre point de départ et point d'arrivée. Donc ça, c'est déjà un indicateur basique du développement durable. Après, l'attractivité, c'est aussi la fidélisation. Et c'est vrai que si vous avez fidélisé ceux qui sont venus vous découvrir une première fois, par définition, ça vous économise pas mal d'énergie pour aller en chercher des nouveaux, et c'est pas si mal. Et puis ensuite, il y a aussi toute la relation aux habitants, et pour inciter à convertir les résidents en tant qu'ambassadeurs de la destination pour qu'ils rayonnent sur le territoire. Et là aussi, il y a des indicateurs qui valent d'être pris en compte. De toute façon, toutes les études qu'on fait au niveau de l'observatoire depuis des années montrent que ça, c'est un paradoxe. Si l'habitant est au cœur du produit touristique, on vient avant tout et on garde un bon souvenir d'un séjour parce qu'on a rencontré des habitants, parce qu'on n'est pas tombé non plus sur un commerce fermé entre midi et 2 alors qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Donc, il y a des choses très, très concrètes, mais qu'on ne pouvait ou qu'on ne voulait pas voir. C'est cet habitant qui est une partie de la composante du produit touristique qui était en dehors totalement de l'approche. Et par rapport aux indicateurs que tu évoques, à la prise de conscience, c'est ce que j'ai trouvé aussi très intéressant dans la présentation sur l'Andorre, c'est cette question de choix à un moment donné qu'on fait. Il y a une masse de touristes qui arrivent, on ne se pose pas la question parce que ça arrive, et tout d'un coup on se dit mais qu'est-ce qu'on est en train de faire, qu'est-ce qu'on est en train de fabriquer. Bon, parfois c'est déclenché parce qu'il y a une baisse, donc on se dit qu'est-ce qui se passe, comment on fait pour compenser, mais il y a une prise de conscience qui est en train de se manifester, et c'est vrai que nous encore en Occitanie, en proximité de la frontière, l'Andorre, c'est l'image de la grosse industrie touristique, et je trouve intéressant que ce soit toi justement qui vienne nous en parler aujourd'hui. Donc voilà, si justement ici de notre côté, c'est maintenant quels sont les bons indicateurs pour savoir que le tourisme qui donne plus de valeur ajoutée. C'est une question que nous avons maintenant parce que quand je vous montrais un peu tout ça sur le déplacement, le mouvement, etc., c'était un peu qu'on commence à vouloir connaître plus cette bilan entre les sortes de tourisme qui viennent et alors quelle est la valeur ajoutée qu'ils apportent dans le pays par rapport à cette bilan entre impact économique, environnemental et social. Et ici, c'est justement ça, hein? Où est le local par rapport au tourisme, les acteurs locaux, les citoyens, quel est l'impact que cette sorte de tourisme, c'est bien sûr, hein, l'impact qu'il y a, quelqu'un qui vient à l'Andorre, achète de l'alcool et part le même jour, quelqu'un qui passe 3 jours, il mange là, il visite un parc naturel. Donc, comment objectiviser un peu plus ça c'est vraiment un des défis que je crois que nous avons, surtout pour se partir de connaître mieux cet impact indirect. L'impact direct, c'est à peu près facile, c'est le revenu direct sur qui a l'offre, mais cet impact indirect est induit, ça s'appelle en France induit. C'est vraiment ici comment est-ce qu'on peut le systématiser ça pour faire ce bon choisir et anticiper quelle est la sorte de tourisme qu'on veut commencer à désigner pour le futur. Ouais. Avec un aspect assez piégeux quand même dans la formule, quel est le touriste qui amène le plus de valeur ajoutée? Ça peut être très dangereux de raisonner ainsi parce que ça peut amener tout doucement à dire bon, on va faire de l'hôtellerie 3-4 étoiles, on va faire de l'élitisme, on va mettre des barrières sur les coûts d'accès, etc. Ce qui, à mon avis, serait l'absolu inverse des objectifs d'une activité touristique. Oui, si on tient la valeur ajoutée comme la valeur économique. Ouais. Quand je parle de valeur ajoutée,
C'est de pour manière ça, hein, globale. le défi, avoir la valeur ajoutée comme valeur économique, ça c'est à peu près facile. À mon avis, le difficile, c'est la valeur ajoutée avec cette vision holistique par rapport à l'impact sur les acteurs citoyens locaux. Par exemple, si c'est l'économique, par exemple, la valeur ajoutée purement économique, c'est ce qu'on disait, non? Peut-être l'impact, c'est directement en grande chaîne hôtelière et l'impact vraiment sur le citoyen local, ce n'est pas très positif. Donc, c'est ici hein, le défi que nous avons, comment, quels sont vraiment les indicateurs bons. On parlait de la bonne heure, non? Donc, comment est-ce qu'on peut faire un système d'indicateurs qui tienne en compte cette valeur ajoutée, mais vraiment avec cette vision holistique et de développement durable local? Il y a une question justement sur les habitants. Comment on la mesure, tout ça, cette nouvelle donne dans l'analyse des retombées économiques? Merci Thierry pour la question. On peut la mesurer parce que justement, on a intégré, j'évoquais tout à l'heure le fait de passer de 1 million de lits marchands à 6 millions, de rentrer dans ce scope-là, d'avoir des outils liés à la téléphonie mobile. Ça nous permet d'avoir une vision plus large qui intègre aussi les habitants et de pouvoir les isoler et les identifier dans tous ces flux. Dans tous ces flux. On a fait une grande enquête auprès des clientèles régionales, y compris donc les gens d'Occitanie il y a 2 ans maintenant, et on voit bien qu'ils sont pour beaucoup responsables de la consommation touristique. Donc on peut les isoler, on peut les mettre en exergue, et donc on peut mesurer aujourd'hui, même si on a encore des progrès à faire, ce que représente cette consommation locale par les habitants. Donc c'est intéressant de pouvoir le faire. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible aujourd'hui. Et après, cette question de la valeur ajoutée, elle est très, très importante. Il faut être capable de définir ce qu'on veut et ce qu'on Voilà. ne veut pas. Et c'est vrai que le terme valeur ajoutée renvoie de manière assez rapide à la valeur ajoutée économique, alors que l'une des questions fondamentales qu'il faut absolument intégrer dans les questions qui nous intéressent sur l'observation du tourisme, c'est la dimension de l'utilité sociale du tourisme, dans toutes ses composantes. L'utilité sociale du tourisme, c'est vraiment pour moi un peu ce qui devrait être le point cardinal de réflexion future sur des outils d'observation qui tiennent compte aussi bien des populations d'accueil que des populations accueillies pour bien mesurer les effets bénéfiques. Et comme tu le disais très justement tout à l'heure, il ne suffit pas de mesurer les effets bénéfiques, il faut mesurer les effets négatifs pour être en mesure de tirer un bilan. Et je pense qu'on pourrait identifier, et je ne sais pas comment, c'est facile à dire, mais je n'ai pas encore trouvé la clé, un seuil d'acceptabilité par la population, ce qu'a fait TSI Research, mais aussi un seuil d'acceptabilité par les caractéristiques environnementales sur le fait de niveau de dégradation. À partir d'un certain moment, une surfréquentation génère des effets de dégradation de l'environnement ou des effets de dégradation du tissu social, avec des dimensions d'impact sur le coût de l'immobilier, qui vont avoir des effets de second rang sur les héritiers, les enfants des familles de Megève qui n'ont plus les moyens d'hériter. Enfin, petite parenthèse. Non, il y a plein d'effets rebonds assez pervers dans les succès touristiques qui mériteraient d'être appréhendés pour avoir une vision très, très globale. Alors, on garde un œil parce qu'il y a quand même pas mal d'expérimentations autour notamment de projets européens qui sont très intéressants sur ces explorations-là, notamment avec le Conseil régional, on suit un projet qui s'appelle Erit Data, un projet européen qui justement se pose la question d'outils de pilotage et de réaction à du surtourisme sur des lieux très, très précis, très, très contraints. L'exemple sur lequel on travaille en Occitanie, c'est le Pont du Gard, voilà, un site qui est ouvert, qu'on peut accéder par la rivière, qu'on peut accéder à pied ou par le parking, mais qui peut être très très vite saturé. Comment on fait sur des sites comme cela pour se doter des bons indicateurs qui nous préviennent que là, on va arriver sur une zone à problème. Donc, pour éviter les problèmes et les anticiper. Donc, il y a plein de sujets autour de toutes ces approches-là qui peuvent venir alimenter la réflexion. Et elle est importante. Je vois que dans les questions, il y a quelqu'un qui indique comment le touriste me trouve. Et par rapport à cette question-là, je ne vais pas avoir la réponse, mais ça m'amène une autre réflexion
à laquelle l'Auvergnat que je suis est particulièrement attaché. Il fut une époque pas si lointaine, il y a, oh non, c'est un peu lointaine quand même, où on parlait d'aménagement du territoire et où on imaginait que le tourisme allait permettre de répartir les touristes sur le territoire. Ouais, c'est sympa, c'est vraiment très sympa. C'est juste une vue de l'esprit parce que le touriste, il ne va que là où il a envie d'aller. Alors, je dis ça, mais je peux dire le contraire. Parce que s'il n'y avait pas eu ces politiques volontaristes d'aménagement du territoire, il n'y aurait jamais eu dans les provinces reculées de la Haute-Loire en particulier la création de villages de vacances qui ont permis à une économie touristique d'émerger, à ses fonctions et son utilité sociale de voir le jour, et aux populations régionales de rencontrer des Parisiens et de sortir un peu de l'entre-soi. Donc là, cet aménagement du territoire a existé, mais se pose la question des seuils critiques, alors cette fois-ci, à partir desquels ils permettent de faire bouger les lignes. Il fut aussi une lointaine époque où, par rapport aux parcs naturels régionaux, il y a beaucoup de choses à dire sur les parcs naturels régionaux. En Auvergne, on avait une caricature, on a deux parcs très différents, le parc des volcans et le parc Léo-la-Forez. Avec un parc des volcans dans lequel on va trouver l'essentiel des stations auvergnates de montagne notamment et de forte concentration touristique, et puis le parc de la Forez qui est par essence même un parc très diffus dans l'activité touristique. Mais simplement, on n'envoie pas les touristes dans le Léo-la-Forez comme on accueille les touristes dans le massif du Sancy. Déjà, ce n'est pas les mêmes, ils ne viennent pas chercher les mêmes choses, et je vais dire que les canaux utilisés ne seront pas forcément les mêmes. Et les impacts ne seront pas les mêmes non plus, rapportés en valeur relative, aussi bien économiques que sociaux et environnementaux. Aujourd'hui, je serais tenté d'avoir, de manière très subjective et très personnelle, l'intuition selon laquelle, demain, les conditions sont en train de se réunir pour permettre le succès d'offres, au pluriel, diversifiées, dans des territoires de type parcs naturels régionaux, dans des territoires de qualité, assez diffus, avec non plus de l'industrie touristique, mais des acteurs du tourisme qui sont presque des figurants du tourisme. Vous savez, dans les films, il y a les acteurs, il y a les figurants. Les figurants du tourisme, bah, c'est les habitants, et puis c'est les artisans, c'est les acteurs locaux qui font du tourisme sans le savoir, en fait, qui font de l'accueil sans le savoir. Et donc, là, je crois qu'il y a un ferment par rapport à un avenir tourisme durable qui est extrêmement porteur, mais qui va devoir se propager pour réaliser ce rêve d'aménagement du territoire. Mais ne rêvons pas, on n'enverra pas des hordes de touristes visiter des coins reculés, et ça n'est pas si grave. Et je raconte juste une anecdote parce qu'elle m'a toujours marqué dans ma carrière. Participant à des assises nationales du tourisme il y a très 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 longtemps, j'ai découvert que, c'est pas de la politique hein, que je vais faire, mais que le MEDEF avait un secteur tourisme, et le responsable du MEDEF Tourisme a dit cette chose formidable: il y a des lieux où les gens n'ont pas envie d'aller en vacances, il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'aller en vacances. Pourquoi on n'envoie pas les gens qui n'ont pas les moyens dans les lieux où les gens ne veulent pas aller? C'était assez radical, mais je pense que si on peut éviter ce genre de raccourci, ce sera très très bien. Il y avait une question sur les destinations. Je crois que ça revient à réétudier la destination et se démarquer par des projets fédérateurs pour déclencher le déplacement, et pour les résidents, les impliquant. Impliquer les résidents, ça paraît être important. Vous évoquez aussi le sentiment d'appartenance. De fierté. La fierté. On l'a interrogé dans notre étude auprès des clients, auprès des résidents d'Occitanie. Il y a cet attachement, il y a cette fierté, c'est un bien grand mot par rapport aux résultats qu'on a pu obtenir, mais il y a un attachement qui est réel, et puis il y a une conscience que le développement touristique sur les territoires, il me bénéficie aussi à moi en tant que résident. Et ça, c'est important aussi en termes de consommation, de loisirs, ce qui a été un peu le maître mot. C'est pour ça qu'on s'appelle aujourd'hui le Comité régional du tourisme et des loisirs. On s'est posé cette question des loisirs. Oui, ça c'est clair parce que, par exemple, à l'Andorre, on peut dire, ne soit pas Paris ou Barcelone, mais on a quelques tourismes de masse,
Mais vraiment, par exemple, on n'a pas le problème ici des touristes phobie que, par exemple, on a à Barcelone. Par exemple. Pourquoi? C'est pour ça. Parce que vraiment, cet engagement de citoyens vers le tourisme, de tous les 200 ans, sur la nécessité de tourisme, mais aussi sur l'implication d'être un acteur clé du tourisme, c'est clé pour pas seulement pas avoir de comportements comme la tourisme phobie, mais aussi que pour vraiment développer ce tourisme assez avec le local comme un axe clé. Ouais. Cette vertu-là. Et puis, il ne faut jamais oublier quand même, dans l'intérêt, l'utilité sociale du tourisme, l'utilité, tu l'évoquais tout à l'heure, Jean-Michel, la connaissance de l'autre, la découverte de l'autre, de celui qui vient d'une autre culture, d'un autre monde. Si on se prive de ça pour des plus ou moins mauvaises raisons, ben on aura raté quelque chose et on va aller encore plus dans l'enfermement, dans le repli sur soi. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Donc, et il faut, quand on parle d'étudier toutes les composantes du tourisme, il faut avoir aussi ça à l'esprit. Alors évidemment, on ne va pas aller au bout du monde tous les ans. On ne va pas prendre des gros porteurs et faire 12 heures d'avion 3 fois dans l'année. Peut-être qu'on ira une fois tous les 3 ou 4 ans sur un grand voyage. Mais j'espère qu'on va continuer quand même à pouvoir fréquenter des gens qui n'ont pas exactement la même culture que nous et puis en faire venir dans notre région. Ce serait dommage de passer à côté de ça. Bien sûr. Bien sûr, et c'est d'autant plus vrai que les… Qu'est-ce que je voulais dire? Ah, j'ai perdu le fil. Non, j'ai perdu le fil. Non, j'avais une autre idée qui était autour de la notion de surprise et d'expérience. Ouais. On a aussi la surprise qui est au coin de la rue, et je crois que toute la richesse de l'activité touristique, c'est de permettre de découvrir des surprises, enfin, d'être surpris et de ramener des souvenirs justement de ces souvenirs-là. Et du coup, ça renvoie à un autre aspect qu'on a peut-être un peu éludé. On a beaucoup parlé de l'offre finalement à travers nos approches et de la fréquentation, mais on n'a pas beaucoup parlé de la demande et des comportements des clientèles avec la notion de satisfaction, hein, qui est devenue un peu la tarte à la crème incontournable. Mais au-delà de la satisfaction, il y a ce que je rajoute au-dessus de la satisfaction, qui est la surprise et ce qu'on appelait il y a quelques années l'effet waouh, qui va te donner envie de se dire bon, il faut que j'en parle, il faut que je revienne, il faut, etc. Ça aussi, je pense qu'il y a des études à mettre en place. Et là, j'ai vu que dans les participants, j'ai vu tout à l'heure, il y a le cabinet Eureka qui font des études de qualité. Il faut vraiment que les organismes institutionnels, là pour le coup, c'est en plein cœur de leur mission, puissent réaliser des études dignes de ce nom, de qualité, avec beaucoup de rigueur, auprès des clientèles touristiques pour être en capacité de mesurer la capacité d'attractivité, la fidélité et l'intention de retour avec cette identification de ce que sont les effets wow qui ont généré la surprise et qui vont être source de l'intention de retour et d'un bouche-à-oreille vertueux. Donc ça aussi, c'est des points d'ancrage de l'observation qui sont plus qualitatifs peut-être que les approches qu'on a pu avoir dans le passé. Et ça, c'est aussi très intéressant pour la question de comment le tourisme trouve. Donc, on change la demande, mais on change toujours le moyen de, pas seulement que cherche, mais comment on le cherche. Alors, ça, c'est très, très important pour les territoires de l'anticiper parce que, surtout avec les nouvelles générations, ça a changé et changera beaucoup. Et il faut se réinventer, surtout. Et c'est un approche très intéressant qui, d'un côté, joue très à faveur parce qu'on change d'une demande plus qui cherche le produit à qui cherche l'expérience. Et ça joue à faveur d'une sorte de tourisme plus basé sur les territoires, développement durable, pour pousser un peu plus un de valeurs qui ces nouvelles générations cherchent. Mais aussi, il y a le défi par rapport au numérique, par exemple, parce que la plupart de ces territoires, il faudra aussi se réinventer ou chercher quelque forme d'être présent dans ce nouveau monde d'offres globales. Ouais. Et c'est pour ça qu'on s'intéresse, c'est critiquable, hein, c'est pas parfait, mais c'est pour ça qu'on s'intéresse aussi beaucoup à ce qui se dit sur les sites d'avis, parce qu'il s'exprime aussi beaucoup de choses. Et c'est vrai que c'est important de pas s'arrêter, enfin de s'intéresser vraiment
on est peut-être, tu as raison, passé un peu à côté de la voix du client, de la manière dont elle s'exprime. Et il faut se référer à ça, mais c'est pas toujours évident. Je prends juste un exemple, on arrive près de la fin, mais on a reçu l'autre jour, pendant les convergences touristiques organisées par la région, des gens de Booking. Et Booking, bon, c'est l'OTA, ils nous disaient, on leur posait la question justement du tourisme durable. Comment vous faites pour mettre en valeur? Et ils nous ont dit, cette chose quand même assez effrayante, c'est on a mis un label durable sur des hébergements pendant un moment et on l'a retiré parce qu'on s'est aperçu que les ventes baissaient. Parce que les gens pensaient qu'ils allaient trouver des toilettes sèches, que le confort ne serait pas à la hauteur. Donc, il y a aussi toute l'histoire à raconter autour de ça. Donc, quand Booking vous dit oui, on aimerait bien mettre en valeur ce qui est tourisme durable, mais si on le fait, on baisse les ventes. Et on a fait une étude auprès des 15-25 ans. Tu parlais des nouvelles générations. Niveau sensibilité au développement durable et à cette problématique-là, énorme, 90%. Est-ce que pour autant vous êtes prêt à payer plus cher un séjour parce qu'il est durable, etc. Ben non. Non. Ah non, mais c'est sûr. Économique aussi qui rentre en ligne de compte. Il y a une vraie distorsion entre le déclaratif et le passage à l'acte. Et puis quand on a la qualité de l'étude qui va essayer de mesurer effectivement l'acceptabilité en termes de coût du passage à l'acte, on se rend compte tout de suite qu'on a une chute très violente dans les intentions de pratiques durables. Je voyais que Eric Adamski disait qu'effectivement, les études qui sont réalisées, il faut qu'elles soient lues. Et bien évidemment, Michel Touillou du cabinet Eureka qui lui répond que désormais, elles sont lues. Effectivement, j'ai cette intuition selon laquelle les bonnes études aujourd'hui commandées par des organismes publics donnent en général lieu à des prises en compte. Ça n'était pas forcément toujours le cas en tout temps. Et c'est vrai que je pense qu'en Occitanie, alors pour le coup, moi je ne suis pas chez vous, je peux parler avec la voix assez libre, j'ai quand même cette intuition que vous avez pris des bonnes options récemment en ayant su lire et entendre ce qui se passait ici et là. Et je pense qu'il faut peut-être rendre hommage à des capacités de prise de décision qui sont inspirées parce qu'elles s'appuient sur une analyse objective de la situation en prenant en compte tout ce qui est en train de nous tomber sur le coin du nez et tout ce qui nous attend pour les années futures. Je serais tenté de dire, puisqu'on arrive pas très loin de la fin et qu'il va me demander de donner un mot de conclusion, que tout ce qui, dans les indicateurs, qu'ils soient économiques, sociaux ou environnementaux, nous permettra de guider les prises de décision pour que nous soyons en mesure d'avoir des décisions qui conduisent à trouver des équilibres entre les différents acteurs, des équilibres sur les territoires, en évitant les sursaturations, en évitant les déserts, bien évidemment, et en permettant de garantir à chacun une part de bonheur partagé. Je pense qu'on sera sur la bonne voie. Et tout ceci renvoie au fait que les acteurs publics, que les acteurs privés, entreprises, bien évidemment, et que la population locale adoptent des comportements responsables. Donc demain, c'est un tourisme responsable qui doit nous permettre, qui doit nous guider. Et on peut espérer que les outils de l'observation seront d'autant plus affûtés qu'ils seront utilisés pour servir des décisions qui permettront d'aller dans le sens d'un tourisme durable. J'étais étonné que tu n'aies pas prononcé le mot équilibre encore, donc c'était bien, c'était pour la conclusion. Marc, un mot de conclusion aussi? Rien à ajouter, on a tourné un peu à tout. Et non, de notre côté, plus la conclusion, c'était de plus en plus, c'est important d'avoir cette sorte d'évaluation parce qu'au moins maintenant, à notre côté, c'est une demande que les élus, les administrations publiques nous ont par rapport à la recherche. Quand avant, il y avait 10 ans, c'était toi qui voulais expliquer la nécessité de le faire. Et maintenant, c'est de l'autre côté. Ce sont eux qui viennent à toi de comment on peut le faire parce que c'est très important. Donc d'ici de profiter cette opportunité de travailler ensemble, donc la chercheur, académie, administration publique, citoyen et le privé, pour essayer de mettre en place cette sorte de système d'évaluation. Ouais. Ça me paraît être une bonne conclusion qui est vraiment à l'image de ce qu'on veut faire des têtes chercheuses, c'est ça. Donc, on a agité un peu le sujet, on a conscience qu'on
qu'on a fait qu'effleurer le sujet. Il est tellement vaste, on pourrait passer des heures et des heures là-dessus. En plus, on est passionné et bavard. Donc, merci de nous avoir écoutés. Je vous redis que ce webinaire a été enregistré et sera disponible rapidement en replay. On vous donne rendez-vous le 18 mars pour un sujet qui est aussi intéressant, c'est tourisme et approche territoriale du tourisme. Comment on travaille, comment on se sert de cette crise, de cette évolution pour repenser le développement touristique, pour retravailler à l'échelle d'un territoire. On a évoqué dans les questions des développements de grands projets structurants, comment justement on intègre les habitants, plein de questions qui vont être évoquées. Puis je vous invite à suivre les autres webinaires dont vous trouverez le programme aussi sur le site pro du CRT Occitanie, du CRTL, c'est pro.tourisme-occitanie.fr, si je ne dis pas de bêtises. Donc, merci à tous, merci à Marc et merci à Jean-Michel pour la qualité de vos interventions et puis du débat. Et puis, merci aux questions qui ont été posées. On a essayé d'y répondre au fur et à mesure. Donc, il me reste juste à vous dire au revoir et à la prochaine fois. Et à bientôt à tous. Merci beaucoup. Merci de l'invitation et avec plaisir à une prochaine fois éventuellement. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci, à bientôt.